Ok, donc voilà, bienvenue. Je voudrais parler des moteurs de recommandation, des systèmes de recommandation. Et l'idée, tout simple, c'est que c'est un système qui regarde autour de lui et essaie de proposer quelque chose qu'il ne voit pas. Tout bref. On n'est pas obligé de proposer la meilleure chose. On est simplement obligé de proposer parmi les meilleures choses. Donc par exemple, si vous êtes sur Spotify, même s'il y avait un ordre de chansons vraiment que vous voulez, ce n'est pas important qu'il propose exactement dans cet ordre. Il suffit juste de prendre du top 5% ou n'importe. Donc voilà. Donc, il y a quelques exemples de systèmes de recommandation que vous connaissez déjà. Et je voudrais juste souligner quelques-uns qui ne sont peut-être pas complètement évidents. Donc, voilà. Si vous êtes sur Facebook, qu'est-ce qui est la recommandation sur Facebook? Il y a les publicités, oui, c'est recommandations, parce que les publicités sont dirigées vers moi. Voilà. En plus, oui, les amis. Oui, voilà. Donc je pourrais très bien avoir des centaines d'amis sur Facebook. Chacun peut très bien afficher plusieurs choses par jour. Je vais voir juste une dizaine ou une vingtaine dans ma petite séance de 2 minutes ou n'importe. Et donc, c'est un moteur de recommandation qui propose ce que je vais voir. Pareil, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Donc, il y a une vraie valeur commerciale pour les moteurs de recommandation. Pour les clients, ça améliore l'expérience, ça enrichit, vous connaissez tous l'idée de long tail. C'est l'idée de, par exemple, si je suis dans une librairie classique, il y a le personnel qui a mis quelques livres sur les tables, mais en fait, je peux me promener, je peux tout voir éventuellement. Tandis qu'en ligne, Amazon a 30 millions de livres à vendre, ou un chiffre pareil. Je ne peux pas regarder tout ça, donc il faut quelque chose pour me montrer, pour me guider dans cette affaire. Donc, oui. Et pour le fournisseur, ça sert tout simplement à augmenter son revenu, d'augmenter la fidélité du client, de proposer une prestation un peu plus approfondie pour le client. Donc, voilà, fini de la partie de cette partie-là. Le sujet est vaste. Je ne peux pas vous montrer tout, mais mon but, c'est de vous montrer suffisamment pour que vous ayez une idée de ce que c'est un moteur de recommandation, comment vous pouvez en utiliser dans vos propres projets, et de vous donner quelques idées de comment ça marche pour quelques types de moteurs de recommandation. Et l'idée, c'est en partant que vous avez un peu plus de perspective, que vous savez quelles questions poser, que vous n'êtes pas complètement perdu si on propose un moteur de recommandation. Sachez que tout projet en recommandation, comme un apprentissage automatique, c'est un projet de recherche. On ne sait pas tout de suite ce qui va marcher. On essaie de trouver quelque chose qui marche mieux que ce qu'on a. Donc c'est très important de mesurer. Mais on peut, selon le temps et le budget qu'on a, on peut continuer à travailler pour améliorer. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place comme pour un algorithme classique d'il y a 50 ans. Donc voilà. La recommandation se divise en trois parties en général. On parle et le langage est extrêmement basé sur l'anglais. Presque tout le travail est fait en anglais. Donc quand il y a des mots français, je vous les montre, mais je vais
beaucoup rester sur l'anglais parce que c'est ça que vous allez voir si vous lisez, si vous faites des recherches. Donc, le filtrage basé sur le contenu, c'est donnez-moi plus que ce que j'aime. C'est vraiment, je regarde que le contenu, je regarde ce que vous aimez, je regarde les choses que j'ai, et je vais trouver des choses qui sont similaires à ce que vous aimez déjà. Tandis que le filtrage collaboratif, c'est je vous donne les choses qui sont similaires à ce que les gens qui sont similaires à vous ont aimé. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il a aimé, il commence juste à lire, il a aimé Les Misérables, Notre-Dame de Paris et de la Terre et de la Lune. Donc je vais regarder les gens qui ont aimé ces 3 livres et je vais voir en moyenne qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus. Et je vais trouver que, par exemple, ils ont aimé Le Grand Monde et je vais dire, ben voilà monsieur, peut-être vous avez aimé Le Grand Monde. Et c'est un petit peu comme ça. Knowledge-based filtering, c'est plutôt, moi je sais tout. C'est comme dans une base comme dans un helpdesk, à base technique, on ne va pas parler plus de ça. Mais ça existe, sachez que. Donc, le content-based filtering, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de beaucoup de gens pour créer le contenu, pour créer les avis, parce que c'est moi qui définis, parce que j'ai des objets, j'ai mes livres, j'ai mes films, j'ai mes vidéos, n'importe. Et je peux comparer entre les objets. Par contre, j'ai ce problème déjà, il faut que je comprenne mon contenu. Ce n'est pas toujours le cas. Si je suis un site de rencontre, je ne connais pas mon contenu. Mon contenu, c'est vous. Et je ne peux rien faire avec. Cold Start, est-ce que vous connaissez Cold Start? L'idée, à sa base, c'est un moteur, par exemple une voiture, quand ça commence au début, c'est froid et ça démarre à froid. Et sens figuratif, c'est comment est-ce que je commence mon algorithme quand je dépends des données que mon algorithme va me donner. Donc, on a un problème de cold start pour les nouveaux utilisateurs. Si je ne sais pas ce que vous aimez, je ne peux pas vous en proposer plus. Et puis, il n'y a pas de sérendipité. C'est-à-dire, je ne peux pas vous proposer un monsieur qui va peut-être aimer Le Grand Monde. Parce que ça n'a rien à voir avec les autres, sauf que les autres gens qui ont aimé ce qu'il a aimé ont aussi pensé à ça. Donc, c'est la sérendipité, c'est quand même bien. Collaborative filtering, j'ai du sérendipité. J'ai beaucoup plus de problèmes de cold start parce que j'ai ce problème avec mes utilisateurs et avec les objets que je propose. Et on va revenir sur ça, c'est juste les grands plans. Et puis, knowledge-based filtering, c'est déterministe, c'est sûr, c'est très net. Mais il faut que je fasse beaucoup parce que c'est complètement de moi. Je dois savoir exactement dans ce cas-là, c'est ça qu'on va faire. Voilà. Donc, il y a un outil qui est très utile qu'on appelle la utility metrics, et c'est la matrice d'utilisateur contre objet. Objet, on parle de items en anglais, donc c'est toujours I. Et utilisateur, c'est users, donc ça va être facile. Et le but est de trouver des blancs. Donc ici, on a utilisateur 1, U1, qui a aimé I1, il n'a pas exprimé d'avis sur les autres. U2, ce que je veux dire, c'est qu'il a indiqué qu'il aime C3, mais là encore, il n'a pas exprimé d'avis. Si c'était un cas où, par exemple, vous pourriez dire oui j'aime ou j'aime pas, je pourrais envoyer 0. Mais un 0 n'est pas la même chose qu'un blanc dans ce contexte. Et donc voilà. Mais ici, je n'apprends pas beaucoup, mais il faut imaginer, si je suis Amazon, j'ai 250 000 utilisateurs, j'ai 500 millions d'objets dans ma base, donc j'ai cette utility metrics qui est énorme. Et je me perds dedans et il me faut de bons algorithmes pour chercher dedans.
Qu'est-ce que... Ah oui, la différence ici, c'est que j'ai mis des... c'est pas simplement j'aime ou j'aime pas, mais je peux dire oui, c'est super, et voilà, bon, ça va, etc. Et ça change légèrement les algorithmes, mais pas énormément. Ok, donc d'où est-ce que ça vient? Ben, ça coûte cher. Ou bien il faut étudier les objets qu'on a, ou bien il faut étudier, regarder de proche les utilisateurs. Il faut faire du boulot. Donc ça peut coûter cher. Donc on va prendre quelques exemples. Et là je suis sur les item profiles, c'est-à-dire je voudrais faire les filtrages basés sur le contenu. Donc si j'étais dans le cas des films, le contenu, qu'est-ce qui est le contenu? Ça peut être les acteurs, les cinéastes, l'année où le film est sorti. Ça peut être même la durée du film, parce que peut-être ce monsieur-là aime bien les films qui durent 2h30, 3h, tandis que ce monsieur-là s'ennuie après 90 minutes. Et ça peut nous informer de comment la personne va réagir. Il y a aussi des critères collaboratifs. Est-ce que je l'ai vu, je marque que j'ai vu ou pas, qu'est-ce qui était mon avis, quand est-ce que je l'ai vu relatif à la sortie, je l'ai vu une semaine après, j'ai vu le jour même, je l'ai vu 3 ans plus tard, peut-être ça va nous dire quelque chose. Voilà. Donc, c'est la différence entre les critères basés sur le contenu et les critères qu'on utilise pour le filtrage collaboratif. Et ce que je voudrais souligner là, c'est que la question des critères, c'est en fait la partie la plus difficile dans l'apprentissage automatique, y compris dans les systèmes de recommandation. Et trouver de bons critères, c'est vachement difficile. C'est là où on peut passer plus de temps que sur l'algorithme. C'est de trouver de bons critères. Donc on va faire un petit exercice pour les livres. Quels sont les critères possibles? À vous. La prochaine diapo en propose quelques-uns. L'auteur. Oui, le genre. La taille du livre. La taille du livre, oui, si on est toujours sur papier, oui. L'année. Comment? L'année du livre. Oui, l'année de l'attribution. La langue. La langue, oui. Le nombre de lecteurs. Oui, c'est très bien. Si j'ai accès à ça, ça peut être un critère très cher à découvrir, mais tout à fait. Si ça fait partie d'une série, c'est un numéro dans la série. Oui, voilà. C'est un numéro dans la série, puis je pourrais regarder Harry Potter N-1 pour voir comment ça va marcher. Oui, par exemple, Madame Harry Potter vient d'annoncer qu'elle va sortir un nouveau livre Harry Potter sans savoir autre chose. Est-ce que vous pensez que ça va être réussite? Et sans savoir autre chose, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a lu un ancien Harry Potter va aimer voilà. Donc les livres, quelques idées. Je voudrais dire, basé sur le contenu du livre est en fait très difficile. C'est un projet de recherche. C'est bien de faire ce genre de choses. Pareil pour les films. Si je pourrais faire un algorithme qui regarde le film et qui en sort quelque chose, je serais très content. Les actualités, quels seraient les critères possibles? Des idées? La date, catégorie. La provenance. Provenance, très bien. Il y en a qui aiment le monde et d'autres qui vont aimer 20 minutes. Par exemple. Le lieu, oui. Ça m'intéresse beaucoup plus si c'est à Nantes que si c'est dans un petit village à côté de la France. Oui, l'importance, est-ce que c'est grave? C'est un accident de voiture, un accident de 10 motocar. Voilà. Donc j'ai juste noté quelques petits trucs là. Et puis je peux aussi baser
prendre comme critère, si j'accepte le filtrage collaboratif, je peux aussi regarder d'autres utilisateurs, comment ils regardent ces trucs. Par exemple, dans les actualités, je peux regarder qui dit quoi et combien de temps il passe à le lire. Est-ce que j'ouvre la page, je regarde 2 secondes et puis je ferme, ou est-ce que j'y reste 3 minutes pour lire le tout? Ça me dit beaucoup. Bon, puis on doit rentrer dans le domaine des maths. Donc je pense que je suis peut-être la seule présentation aujourd'hui qui va vous proposer de vraies maths. Donc, puisqu'on avait des listes de critères, en fait, on va faire des vecteurs. C'est très commode. Et, super, vous pouvez prendre des photos de maths, c'est bien. Et puis, je voudrais savoir quels sont les vecteurs qui sont similaires aux autres ou différents des autres. Donc, il faut créer un peu de théorie derrière. Donc, il y a 2 mesures de similarité qui vaut le coup qui vaut le coup d'une remarque. Juste, comme j'ai dit, c'est pour que si vous partez en disant bah oui, je veux bien faire un moteur de recommandation, il faut avoir quelques-uns de ces concepts dans la tête pour que vous puissiez continuer à travailler. Il ne faut pas que tout soit magique. Donc je vous montre les trucs de base. Donc ce qu'on appelle l'indice de Jacquard, c'est tout simplement s'il n'y a pas d'ordre, qu'est-ce qui est le même dans deux ensembles divisé par combien de choses il y en a dans les deux. Okay. On peut également créer une distance. Si je prends une distance, c'est similarité, c'est le contraire. Voilà. Une autre mesure de similarité s'appelle la mesure cosinus, similarité cosinus, cosine distance en anglais. Et vous savez peut-être que l'angle entre deux vecteurs s'écrit comme ça. Donc je peux utiliser ça comme mesure de similarité et ça nous donne une distance aussi. On ne prend pas les composants vides, on prend juste la partie où on a exprimé un avis. Sinon, par exemple, toutes les distances chez Amazon seraient presque 0 parce que je n'ai pas vraiment exprimé un avis sur la plupart des 500 millions d'objets. Donc, dans les textes, ouais, je prends un peu. Quand vous regardez, c'est... Attends. Donc, dans les textes, on croise souvent cette mesure TF-IDF. Donc, je vais vous expliquer gentiment et brièvement ce que c'est pour que vous ayez une idée. Mon idée dans tout ça, c'est que vous partez avec une image dans la tête de ce que c'est chacun de ces choses. Pas que vous puissiez créer un article scientifique derrière, parce que ce n'est pas possible dans 45 minutes. Donc, l'idée, c'est que fréquence n'est pas signifiance. Sinon, les mots comme D, de, le seraient extrêmement importants, et pourtant, ce n'est pas le cas. Tandis que si j'ai un article qui parle d'un éléphant, surtout si on n'est pas à Nantes, c'est sans doute important que le mot éléphant est dans l'article. Donc, voilà. TF-IDF, ça vient de Term Frequency Inverse Document Frequency. Et c'est ça. Bon, voilà pour la photo. Et, donc, TF-IG, c'est le term frequency entre les mots I et les mots J dans le document. Et c'est la fréquence de ce mot dans le document divisé par la fréquence du mot qu'on voit le plus de fois dans ce document. Donc c'est dans un seul document. Et je prends la fréquence du mot divisé par la fréquence du mot qui est le plus commun. Bon, avant de faire ça, peut-être je laisse tomber tous les mots vides parce que ça ne m'intéresse pas.
mais ça c'est facile, j'ai juste une liste de mots vides dans ma langue. Si c'est français, c'est le, la, de, etc. Et puis je fais ça. IDF, Inverse Document Frequency, c'est le log de n sur ni, où n c'est le nombre de documents que j'ai, et ni c'est le nombre de documents dans lesquels je trouve le terme i. Okay? Donc si le mot éléphant est dans 10 documents, et j'ai 100 documents, je m'en fiche combien de fois le mot éléphant existe dans chacun des documents où je le vois. Pour IDF, c'est juste une question de est-ce qu'il est là ou pas. Donc n sur n, c'est 10, et donc le log 2, c'est 3, machin. Donc c'est ça le principe d'IDF. Et puis TF-IDF, qui est souvent écrit avec un trait d'union, c'est pas une signe de soustraction, c'est le produit de TF-IJ et IDF-I. Et voilà. Et il y a beaucoup de variations. Je peux prendre plus de logs, je peux faire des trucs booléens, c'est pas important. Donc, dans Content-Based Filtering, le filtrage basé sur le contenu, je vous ai dit que c'est juste basé sur les objets qui sont dans la base. Donc, en fait, le vecteur qui m'intéresse, c'est si je m'intéresse à utiliser à U2, ce qui m'intéresse, c'est juste ce vecteur-là. Et en fait, ce que je peux faire, c'est de dire, voilà, ce vecteur-là me dit que j'ai le vecteur I3, I4 et I5, et je voudrais trouver d'autres vecteurs qui sont similaires à ces trois. Comment je fais ça? On en parlera un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est je voudrais trouver d'autres vecteurs qui sont similaires à ces trois. Donc, l'idée visuelle, ces vecteurs sont des points dans un espace de dimension 10 ou 20 ou 100, enfin, un espace de haute dimension, et je voudrais juste trouver d'autres points qui sont proches dans cet espace de haute dimension. Bon, les espaces de haute dimension posent quelques problèmes, pas les problèmes que vous pensez auxquels vous pensez tout de suite, mais il y a des choses, enfin notre intuition rate énormément dans 100 dimensions, par exemple. Oui, donc j'ai même écrit, une fois que je sais que je voudrais trouver des vecteurs qui sont proches, je suis dans le domaine du clustering, partitionnement des données, regroupement, etc. Donc l'avantage de filtrage basé sur le contenu, c'est quand même qu'il est stable en principe, parce que mon catalogue, l'ensemble de vidéos que je vends, l'ensemble de films, de livres, ne change pas énormément de jour à jour, tandis que les utilisateurs peuvent changer plus, parce qu'ils achètent les choses, ils partent, ils arrivent. La complexité n'est pas idéale, mais assez souvent, il n'y a pas beaucoup de co-classement. C'est-à-dire, chez Amazon, il y a des choses qui sont bien distinctes et puis d'autres choses qui sont bien distinctes. Et donc, dans la matrice de similarité, j'ai des carrés, effectivement. Si vous avez joué avec des matrices de similarité suffisamment pour comprendre ça, j'ai des zones et puis des zones vides qui sont énormes. Donc voilà. Dans le cas collaboratif, par contre, c'est plus complexe. Donc on va voir pourquoi c'est complexe. Parce que là, j'ai l'utilisateur U2. Donc qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais regarder d'autres utilisateurs qui ont aimé un peu plus ou moins ce qu'il a aimé. Donc ici, bon, l'exemple est trop simple parce qu'il n'y a que 3 personnes. La deuxième personne, visiblement, n'est pas très similaire. Donc on ne va pas regarder U3. Donc U2, il est assez similaire pour ces deux. Et ici, la seule autre chose qu'on a sur U1, c'est IA. Et donc on va proposer à U2 que peut-être vous allez aimer I1. Mais bon, en général,
matrices. Enfin, on va trouver une dizaine, une vingtaine, une centaine d'utilisateurs proches. On va prendre une moyenne ou quelque chose, en statistique sur cet ensemble d'utilisateurs. On aura un tas d'objets à regarder et puis on va choisir des objets qui nous semblent bien basés sur ça. Donc, comme j'ai dit, ça c'est le profil de l'utilisateur, tandis que ça c'est le profil de l'objet quand on parle de l'utility matrix. Donc voilà. Donc, je fais une petite pause pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous suivez ce que je dis ou est-ce que vous êtes déjà complètement perdu? Qui suit? Ah, c'est bien, ok. Les autres, vous êtes dans la minorité. Donc, en principe, vous avez remarqué, il y a une dualité, une symétrie dans ça. Il y a l'utilisateur, il y a l'objet, et dans un sens, si je tourne ma matrice, c'est la même chose. Je ne suis même pas obligé de vous dire que je t'ai tourné. Je vais juste dire que je suis dans l'autre cas, enfin, je tourne comme ça, et je dis qu'au lieu de chercher ça, je cherche ça. Et c'est bon. Ah oui. Tada. Ok. Ce truc est vraiment fait pour Windows, donc il y a des boutons qui ne servent à rien. Et c'est embêtant. Donc, voilà. Mais en fait, la symétrie n'est pas parfaite, parce qu'en fait, deux personnes ne peuvent pas être similaires de la même façon que, par exemple, deux livres. Par exemple, si j'ai un livre de Jules Verne et un livre de Victor Hugo, je dis qu'est-ce qu'on va voir comme similarité entre ces deux. Bon, ils sont tous les deux livres du 19e siècle, il y a beaucoup de différences, mais on va trouver plein de similarités. Et à la limite, si on prend deux livres en particulier, on a beaucoup plus d'idées de deux livres très proches que si je prends deux personnes, et même si c'est mon meilleur ami et que nous avons beaucoup de traits en commun, nous sommes pas prêts à accepter que nous sommes aussi similaires que ces deux livres, simplement parce que nous, les utilisateurs, sommes humains, nous sommes vraiment centrés sur l'idée de l'humain comme important et nous voyons les humains comme très importants. Donc, la symétrie n'est pas parfaite en fait. Donc l'idée avec comme j'ai dit, l'idée avec le utility matrix, c'est d'essayer de trouver les vides, la valeur pour les vides. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde quand même comment ça marche. Okay. Donc l'idée, c'est de prendre, comme j'ai dit, on prend les moyens. Et je ne vais pas travailler, je vais pas faire tout ça en détail, mais vous aurez accès aux diapos après si vous voulez. Donc, vous pouvez regarder de plus proche. Et puis, regardez les sites Wikipédia et tout après si vous voulez approfondir votre connaissance. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut faire le calcul de la ligne complète. Il faut que je connaisse tous les objets. Mais ça, je peux faire en avance. Est-ce que je veux parler de ça? Non, pas vraiment. Donc, en général, comme je dis, l'utility matrix, c'est pour la plupart creuse. Et ça fait que une chose qu'on fait parfois, c'est du clustering. On fait un partitionnement des données pour trouver, par exemple, tous les livres d'un tel genre deviennent les lignes, deviennent les colonnes, et les lignes sont les personnes qui sont similaires basées sur quelque chose. Et puis, on peut faire nos algorithmes là-dessus, on trouve des recommandations, et puis on sort de notre clustering pour dire, voilà, on a décidé que
que ce monsieur va sans doute s'intéresser aux livres du XVIIIe siècle qui sont genre science-fiction. Ok, donc on regarde ces livres-là et on essaie dans cet espace restreint de trouver des choses qui vont lui intéresser. Et ça réduit la taille du problème parce que un but de tout ça, c'est de réduire la taille du problème pour qu'on puisse s'en sortir, mais de faire ça sans réduire énormément la qualité du résultat. Et ça, c'est la partie plus difficile. Donc Amazon a fait beaucoup d'argent avec son algorithme de recommandation. Et il y a un article qui date de 2003 qui est très lisible. Je vous encourage tous à le lire si vous aimez les articles scientifiques en anglais. Mais ici, je vous donne un petit sommaire. Donc l'idée, c'est le problème pour Amazon, il commence avec ces quelques constats. Que clustering coûte cher en termes d'usage de ces ordinateurs. Et ce qui est pire, c'est que ça réduit inacceptablement la qualité des résultats. Donc, voilà. Réduire la dimension, c'est une autre façon de clustering. C'est pas vraiment de clustering, mais il y a des façons, des techniques pour réduire la dimension de la matrice. Même problème, ça diminue la qualité. Les utilisateurs, eux, ils touchent très peu d'objets. J'ai acheté très peu des 500 millions d'objets que vendent Amazon. Et pourtant, une réponse rapide est désirable. Je vais dire, c'est plus que désirable. On peut mesurer l'effet d'un retard. Je vous propose, je suis Amazon, je vous propose un livre 1/10 de seconde plus tard, et je peux mesurer quelle proportion d'internautes achètent dans les deux cas. Et c'est un peu statistique, mais je peux le mesurer. Chez Google, on mesure en termes de vitesse de présenter les résultats de recherche, en termes de vitesse de présenter des publicités. On peut très bien mesurer qu'un retard d'un 20e de seconde, d'un 10e de seconde se traduit en tel chiffre d'affaires. Donc, réponse rapide, c'est non seulement désirable, c'est critique, parce que votre profit est en général pas si grand que vous pouvez jouer avec les petites choses comme ça. Par exemple, Google a dit une fois que l'efficacité en énergie de ces data centers font la différence entre Gmail comme un service rentable et un service à perte. Et ça, c'est juste l'efficacité d'énergie dans les centres de données. Donc, le système d'Amazon scales en anglais indépendamment du nombre d'utilisateurs et d'objets dans la base. Bon, ils disent ça et ils trichent. Parce que c'est la partie offline qui coûte quand même cher. Mais la partie online, c'est bien indépendant. Donc là, je fais un pas de recul. Est-ce que vous connaissez la différence d'un algorithme online et un algorithme offline? Ça n'a rien à voir avec le réseau. Donc en fait, un algorithme offline a la possibilité de regarder toutes les données avant de prendre une décision. Tandis qu'un algorithme dit online, c'est un algorithme qui reçoit les données, mais qui ne peut pas stocker qu'une petite partie. Et c'est une partie qui n'est pas liée à la taille des données. Donc, par exemple, je peux en stocker 100, mais pas n sur 100. D'accord? Donc, un algorithme offline, c'est là où je peux regarder toutes les données, et je fais un calcul, je prends une décision, je mets des choses à côté pour que je puisse les consulter. Donc, par exemple, je vous donne un grand nombre de chiffres
et je vous dis plus tard, je vais vous donner des chiffres et vous serez obligé de me dire si le chiffre est dans l'ensemble que je vous ai donné au début. Donc vous allez créer un hashtable ou un arbre ou un truc comme ça pour faire les requêtes plus facilement. Ça c'est la partie offline parce que vous prenez toutes les données. Et puis la partie online, c'est bon, vous avez tout un torrent de données qui viennent et vous traitez chacun au fur et à mesure et ça marche. Donc Amazon est bien sur la partie online. Offline, il faut beaucoup de travail. Donc ça c'est le principe de ce fameux algorithme d'Amazon. Donc très brièvement, parce que c'est en fait plus facile qu'il le semble, qu'est-ce que ça dit? Je prends chaque objet qui est dans mon catalogue. Pour cet objet, je regarde qui l'a acheté. Voilà. Je regarde qui l'a acheté. Et quand je trouve des gens qui l'ont acheté, je regarde toutes les autres choses que cette personne a acheté aussi. Donc j'ai un objet I1, je trouve pour chaque personne qui l'a acheté, je considère chaque objet I2 que lui il a acheté, et je fais juste un note que I1, I2 a été acheté. Point. C'est tout ce que je fais. Et là, j'ai un catalogue de tout ce qui est acheté ensemble. Et puis, finalement, pour chaque objet, quand j'essaie I1 et I2, je fais le calcul de similarité entre ces deux. Et voilà, c'est tout. Bon, Amazon ne nous dit pas tout, mais c'est la base de leur système. Et puis, il y a un autre algorithme qui est sorti 2 ans plus tard, qui s'appelle Slope One. En fait, Slope One est très efficace, ça vaut le coup de le connaître. Ça vaut le coup aussi, si jamais vous pensez que vous voulez utiliser, de lire l'article, celui-là, de Daniel Lemire et Anna McLachlan, parce qu'il est très bien écrit, et ce qui est rare, et ça explique beaucoup de variations et beaucoup de pourquoi ils ont fait ça et pas cette autre chose. Cela dit, mon but ici, c'est juste que vous partiez avec une image dans la tête de ce que ça fait, parce que en termes de calcul, c'est un peu trop pour le temps qui nous reste. On va jusqu'à quelle heure en fait? C'est dans 8 minutes qu'on finit? 10 minutes. Donc je vais finir dans les 3-4 minutes pour laisser un peu de temps pour des questions. Donc c'est un algorithme qui est basé sur la régression linéaire, donc je suis content de vous proposer un peu de statistiques aussi, pas simplement de l'algèbre linéaire. Donc si vous vous souvenez, l'idée de régression linéaire, c'est que j'ai beaucoup de points et que je vais faire le calcul pour chaque point entre la valeur verticale de ce point et la valeur que je propose sur la ligne. Donc c'est la longueur de cette petite ligne. Et je prends le carré, je prends la somme, et je voudrais minimiser cette somme, et ça me donne la ligne. Donc c'est une minimisation dont le but est de trouver A et B. Ou bref, j'ai beaucoup de points, et le but de l'algorithme, c'est de trouver la ligne. Voilà, ça suffit. L'algorithme de Slope One, c'est... Bon, on va passer ça. L'idée, c'est que si je trouve une ligne dans mes données, et je trouve que c'est monsieur qui arrive et il dit qu'est-ce que je vais aimer, une des choses que je regarde, c'est en moyenne, comment est-ce que les gens ont, quels avis avaient les gens pour les objets et quels sont ses avis à lui dans le même contexte. Et j'essaie de voir s'il est en général un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Et en termes de régression linéaire, qui est la base de l'algorithme, je trouve qu'il est un peu plus haut. Et donc j'ai cette ligne-là et je fais un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure sur le collaboratif. Sauf que je vais dire, ah oui, lui est un peu plus haut, et ça va m'aider à trouver des choses. Et
On n'a pas de temps pour discuter plus que ça, sauf que si ça vous intéresse, c'est ici et c'est là. Et on ne va pas parler de réduction des dimensionnalités. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous mesurez la réussite est très important. Il faut réfléchir. Au début, vous pensez aux critères et comment est-ce que je vais mesurer si j'ai bien fait ou pas. Si vous ne pouvez pas savoir si vous avez proposé une bonne chose ou pas, il y a un problème parce que vous pouvez faire quelque chose au hasard, c'est beaucoup plus facile et puisque vous ne pouvez pas mesurer, le résultat est le même. J'ai parlé de dimensionnalité dans clustering. Il y a ce truc qui s'appelle the curse of dimensionality. En français, on dit souvent la fléau ou la malédiction de la dimension. Le problème, c'est que si je suis dans une dimension, la distance entre 0 et 1, c'est 1. Si je suis dans deux dimensions et je prends les deux points 0, 0, 1, 1, la distance, c'est la racine carrée de 2. Dans trois dimensions, c'est racine carrée de 3. C'est toujours le théorème de Pythagore. Et je continue. Maintenant, je suis dans dimension n. C'est racine carrée de n. C'est-à-dire, plus que la dimension augmente, plus que les points sont arbitrairement raréfiés, enfin distantes. Et on a des résultats assez dingues, comme par exemple, si je prends deux points au hasard dans un espace de dimension très haute, et je prends l'angle entre l'origine et ces deux points, avec une probabilité qui approche 1, pour un espace de haute dimension, l'angle est 90 degrés. Presque toujours. Si j'ai une sphère, enfin une boule remplie d'une solide, presque toute la masse est sur une petite coquille à l'extrémité, dans une très haute dimension. Donc notre intuition rate complètement dans ces cas. Et c'est pour ça qu'il y a des algorithmes qui semblent bien, mais c'est parce que quand je pense à un espace de dimension 100, je pense en fait à un espace de dimension 3, je dis 100 dans ma tête, mais l'image que j'ai en tête c'est 3. Et en fait, ça marche très bien, sauf que parfois c'est vraiment faux. Donc voilà, on arrive à la fin, avec quelques minutes pour des questions. Trois liens à savoir. Il y a un sondage que j'ai mis en ligne. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de ce que je viens de dire. C'est très rapide, à moins que vous vouliez beaucoup écrire, mais pour la plupart c'est QCM. Et c'est 5 ou 6 questions. Si vous êtes dans la région, il y a un meet-up sur l'apprentissage automatique. Ce n'est pas toujours moi qui parle, en fait. En général, je veux bien que ce ne soit pas moi qui parle, mais c'est intéressant peut-être. Et ces diapos se trouvent là, si vous voulez. C'est facile à trouver parce que c'est mon nom. Et puis, voilà. Vous avez tout ça dans le programme. Des questions? Oui. Oui, donc pour la plupart de ces choses, il y a des librairies, bien sûr, qui sont déjà mises en œuvre pour faire le calcul. Donc, pour la plupart de ces choses, la bonne approche, c'est justement de... Ouais, je dois répéter la question parce qu'il n'y a pas de micro. Donc, pour TF-IDF, comment est-ce qu'on fait le calcul? Donc, la bonne approche, c'est toujours de regarder s'il y a une librairie qui existe déjà qui fait le calcul. Sinon, je suis obligé de passer par tous les documents, tous les mots et faire le calcul un peu cher. En fait, j'ai pas utilisé moi-même dans mon boulot, donc j'ai pas de proposition sur la tête. D'autres questions? Ça va rejoindre un peu la question d'avant. En fait, j'ai l'impression que la théorie rejoint un peu la théorie des moteurs de recherche. Hein. Et c'est vrai que sur les projets, maintenant, on a des outils comme Solar ou Elasticsearch qui nous calculent le TF-IDF des moteurs de recherche. Par exemple, pour une recherche, donc on nous donne et on calcule le TF-IDF et son résultat. Et je veux savoir, est-ce qu'on a des outils maintenant un peu clés en main qu'on pourrait
mettre sur notre projet pour faire des moteurs de recommandation. Oui, donc ce qu'il dit, c'est qu'il voit que les moteurs de recommandation et les moteurs de recherche sont un peu cousins. Et justement, dans les outils pour les moteurs de recherche, il y a des librairies qui proposent le calcul de TF-IDF. Voilà. Et est-ce qu'il y a des solutions assez prêtes à mettre en œuvre pour qu'on puisse en faire très peu? Et la réponse est oui, de plus en plus. Et ça dépend de votre situation exacte. Il y a aussi, chez Google et chez d'autres, il y a même des services, des prestations en ligne qui s'appellent, par exemple, chez Google, il y a ce qui s'appelle le Prediction API. Et l'idée, c'est que ça rassemble beaucoup d'algorithmes et vous présentez vos données et ça vous donne une réponse. Oui, mais c'est une frontière qui avance très rapidement. J'ai une question peut-être un peu plus technique. Comment tu fais, en fait, une fois que tu es passé un peu vite, tu n'as pas présenté, mais je me pose la question, comment tu fais la recommandation à partir de ta réduction de la dimension? Donc, tu peux voir que tu fais une décomposition de valeur singulière ou voilà. Et à partir de là, tu fais quoi? Ah oui, donc la question c'est, en termes de réduction de dimension, il y a une technique qui s'appelle Singular Value Decomposition, SVD, en français décomposition en valeur singulière. Si on est algébraïste, on est là avec U et V avec quelques propriétés spéciales. Sigma a aussi une propriété spéciale pour nous dans ce domaine. Merci. Sigma, c'est l'identité. Et en fait, on dit, ben voilà, si j'ai deux vecteurs que je multiplie comme ça, j'ai toute une matrice. Donc peut-être si j'ajoute quelques lignes quand même, donc par exemple ici j'ai 3 colonnes au lieu d'une seule, et là j'ai 3 au lieu d'une seule. En fait, les vraies quantités, c'est souvent 10 ou 20. Je peux avoir la matrice que je voudrais. N'oubliez pas que cette matrice est très creuse. Il y a beaucoup de vide dedans. Donc ce que je fais, c'est avec un peu d'algèbre linéaire ou même juste à la main, je trouve des valeurs qui donnent juste les valeurs que je connais et qui laissent n'importe quoi pour les valeurs qui sont vides. Et puis j'accepte ça comme distorsion acceptable. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de techniques pour minimiser les distorsions ou essayer de contrôler les distorsions qu'on a. Mais c'est un petit peu ça, c'est que je commence avec un truc qui... Par exemple, je peux commencer avec tous les éléments sont 1. Je vois ce que j'ai, et puis je dis, bon, celui-là, je voudrais que ce soit un 3. Ok, qu'est-ce que je dois modifier ici pour que ce soit un 3? Et puis je fais une itération comme ça. Et ça, c'est la technique la plus bête. Ouais. Ok, on n'a plus de temps, donc je vous remercie. Et je vous encourage de mémoriser ce lien.